Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous vote? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Et on retrouve toute l'équipe pour cette dernière édition de la semaine. Nous sommes, vous le savez, une semaine sur deux avec Xavier Aimant. Bonjour Xavier Aimant. Bonjour à tous. Et vous commencez donc, comme d'habitude, par votre chronique. Alors aujourd'hui, toujours dans mon souhait de trouver des sujets un peu légers, en cette fin de semaine et au sein d'une actualité, hélas, généralement assez pesante, j'ai décidé de vous parler de Carla Bruni. Et oui, pourquoi pas. Alors en effet, l'ex-première dame de France, alors je sais que ce titre n'existe pas en France, mais les auditeurs m'auront compris, participait le 15 octobre dernier, pour la première fois, au défilé Victoria's Secret, organisé à New York. Alors pour ceux qui l'ignorent, Victoria's Secret, c'est une marque de lingerie internationalement connue, reconnue, iconique, comme on dit. Alors pourquoi vous parler de cet événement, alors sans doute fort sympathique, mais qui, en l'absence d'image, perd sensiblement de son intérêt? Eh bien parce qu'à la suite de celui-ci, l'épouse de Nicolas Sarkozy a fait part sur les réseaux sociaux des inquiétudes qui l'habitaient avant son défilé. Ainsi, le 18 octobre, elle écrivait sur son compte Instagram: « Au début, j'avais peur. Est-ce que je vais vraiment défiler en lingerie à 56 ans? Est-ce approprié? Suis-je à la limite du ridicule ?» Et oui, elle était inquiète, angoissée, la pauvre. Car on pense parfois que ces gens ont des vies faciles. Mais en réalité, ils ont des vrais problèmes, des vrais questionnements. Effectivement. Fort heureusement, elle nous a très vite rassurés en expliquant à la suite, je cite à nouveau, « Dès mon arrivée, ma peur s'est transformée en enthousiasme. Quel plaisir de participer à un défilé de mode mythique qui choisit désormais d'inclure toutes sortes de femmes, des femmes de tous âges, de toutes formes et de tous sexes. Un seul regret pourtant, pour elle, je cite encore, que son mari ne soit pas là, il aurait fait une crise cardiaque. La classe, toujours la classe. Mais revenons plutôt à son précédent propos. Des femmes de tous âges, de toutes formes et de tous sexes. Des femmes de tous sexes. On en est là. Le genre est donc totalement décorrélé du sexe et peut donc être femme toute personne s'affirmant comme telle. Ok, très bien. On pourrait se contenter d'en rire, ou d'en pleurer selon son tempérament, si ces délires, ces utopies, grotesques, n'avaient pas de terribles conséquences. Alors évidemment, on peut penser aux ravages que ces théories maladives peuvent avoir sur les esprits des plus jeunes et des plus fragiles. Mais il y a aussi des conséquences encore plus concrètes. C'est le cas par exemple au Canada, où des délinquants hommes, se déclarant comme femmes, sont incarcérés dans des prisons réservées à celles-ci. Alors c'est une pratique qui a été officialisée depuis mai 2022 par une directive carcérale et qui découle d'une loi fédérale, C16, qui, je cite, interdit depuis 2017 la discrimination contre les personnes transgenres ou bispirituelles. Alors une pratique qui a été saluée comme une remarquable avancée sociétale, mais qui, fort curieusement, a engendré une importante hausse des agressions sexuelles dans les établissements de détention réservés jadis aux femmes. Des faits d'autant plus surprenants que, je cite, cette fois-ci le journal canadien La Presse, le fait que le délinquant ait entamé ou non une intervention de changement de sexe ou un traitement d'hormonothérapie n'a aucune incidence. Le processus ne prévoit aucun examen de la sincérité de ses prétentions. Donc c'est uniquement déclaratif. D'ailleurs, un délinquant accusé d'agression sexuelle dans une prison pour femmes a répondu aux enquêteurs qui mettaient en doute ses déclarations que oui, il se considérait bien et totalement comme une femme, mais comme une femme lesbienne, d'où son appétence pour ses codétenus. C'est pratique. Imparable, indiscutable, rien à dire, circuler, y a rien à voir. Donc nous en sommes là. À cause des délires idéologico-névrosés d'une poignée d'universitaires et de politiciens démagos, au nom du droit de chacun à être n'importe qui et n'importe quoi, des femmes se font agresser sexuellement dans les cellules de prison. C'est ça le progrès, c'est ça le camp du bien. Alors sans doute, la millionnaire Carla Bruni ne pensait pas à ces femmes en faisant ses déclarations transgenristes à l'issue de son défilé de lingerie de luxe. C'est bien dommage, mais c'est sans doute là les limites de la prétendue sororité. Merci Xavier Aimant pour cet édito qu'on commente tout de suite avec le reste de l'équipe. L'addition.
Alors merci de rappeler le combat féministe qui doit se cacher derrière justement le combat justement contre toutes ces dérives trans. Finalement, Xavier Mant, on avait eu le cas aussi au moment des Jeux Olympiques. La question se posait de savoir si on allait accepter les athlètes qui étaient nés hommes et qui se définissaient comme femmes dans les compétitions féminines. Et finalement, on se rend compte que ça pose des réels problèmes de discrimination parce que malheureusement, tout le monde finit par être rattrapé par la réalité biologique et les capacités de chacun. Oui, tout à fait. C'est un vrai problème, même parfois de santé pour les femmes sportives. On l'a vu lors de combats de boxe, on l'a vu dans les équipes de rugby. La fédération anglaise de rugby a interdit les personnes transgenres parce qu'elles mettaient en danger jusqu'à la vie même des femmes sur le terrain. Donc évidemment, là on voit que le serpent se mord la queue et l'irrationalité de la chose apparaît de façon très claire. Et en effet, pour des féministes, je dirais, conséquentes et sérieuses, un peu, on va dire, des féministes à l'ancienne, c'est terrible de constater qu'au final, ce sont encore les femmes qui sont perdantes. Bah oui. C'est-à-dire que maintenant, ce sont des hommes en transformation qui raflent les championnats, les résultats sportifs, mais aussi maintenant les prix d'interprétation féminine à Cannes. Donc, encore une fois, le système aboutit à mettre encore plus les femmes en difficulté ou en danger, comme dans le cas des prisons canadiennes. C'est totalement délirant. Et d'ailleurs, certaines s'en sont rendues compte. Il y a quand même un courant féministe qui dénonce ça, et c'est d'ailleurs la guerre ouverte entre ces féministes-là et les transgenres qui accusent les féministes TERF d'être transphobes, c'est-à-dire de ne pas accepter qu'un homme en transformation devienne réellement une femme. Ça me fait penser à ce qui s'était passé en Espagne où des militaires avaient joué sur le fait, sur la nouvelle loi qui avait été promue, je crois qu'ils étaient une bonne trentaine à avoir déclaré un changement de genre à l'état civil espagnol, en se déclarant comme femme, alors qu'ils n'avaient en réalité, ils gardaient leur barbe, ils expliquaient que leurs enfants continuaient à les appeler papa. Voilà, et comme ça leur permettait en fait d'avoir un meilleur salaire, 15% de plus que leur salaire de départ, et puis aussi d'avoir une chambre individuelle, parce que d'un côté, ils n'allaient pas aller donc dans les dortoirs avec les hommes, leur dortoir habituel, mais ils ne se voyaient pas non plus en tant que personnes transgenres aller dans un dortoir avec des femmes, donc ils avaient comme ça, de cette manière, une chambre individuelle. Donc il y en a finalement qui retournent bien à la situation. Ouais. Moi, je suis allée sur Wikipédia voir la définition actuelle du mot femme. J'ai voulu voir ce qu'ils y ont inscrit. Et donc, figurez-vous qu'une femme est donc un être humain de sexe ou de genre féminin. Voilà, ils ont bien ajouté cette notion de genre. Son sexe est généralement déterminé génétiquement par une paire de chromosomes sexuels composés de 2 chromosomes X. Généralement. Voilà, c'est l'autre personne qui menstrue. Voilà, c'est l'autre expression pour dire ça. Vous parliez à l'instant, Xavier Aimant, de ces féministes effectivement qui se battent contre l'activisme, enfin les dérives plutôt du transgenrisme. Je pense évidemment moi Marguerite Stern et Dora Muto. On avait reçu leur avocat. Il avait justement fait un parallèle qui était assez intéressant de néo-terrorisme. Il opposait les méthodes des personnes qui les pourchassaient véritablement, parce qu'elles sont poursuivies, harcelées, menacées de mort. Il y a vraiment un communiqué très fort, on s'en souvient évidemment, qui avait été publié sur le site Paris Lutte Info et qui appelait à leur mort, tout simplement. Et donc cet avocat avait fait le parallèle avec donc le néo-terrorisme. Donc il expliquait que c'était des méthodes presque du terrorisme islamiste en fait. Et il se dit, enfin la question qu'on se pose tous, c'est ok, jusqu'à quand ? Qu'est-ce qui va se passer ensuite si leur sécurité effectivement n'est pas assurée ? Vous, Xavier Aimant, qu'est-ce que vous préconisez justement pour assurer quelle est la réponse que pourrait donner le gouvernement, notamment en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, je pense, peut-être de la Justice aussi, pour faire face à ces dérives d'un transgenrisme, en l'occurrence, qui devient menaçant de tous ceux qui ne pensent pas pareil. Alors, tout d'abord, je comprends pas tout à fait quand même le rapport avec le terrorisme islamiste. Je veux bien avec le terrorisme, je vois pas tellement le rapport, parce que je pense que dans l'islam, il n'y a pas une grande acceptation justement du transgenrisme. C'est dans les méthodes plus que dans l'idéologie. Mais les méthodes du terrorisme, elles sont un peu toutes les mêmes, quel que soit je pense qu'il faut pas non plus toujours mettre l'islam à toutes les sauces. Dans ce domaine, je vois pas tellement le rôle. Mais ceci étant dit, c'est vrai qu'il y a une vraie
radicalisation là pour le coup, et on l'a vu quand il y a eu une tentative d'attaque de la dédicace organisée par les éditions Magnus, un véritable commando, hein, puisqu'il y a eu, je crois, 64 arrestations avec des armes, etc. Donc il y a une radicalisation qui est faite, en fait, qui est à mon avis la conséquence de la criminalisation du débat. C'est-à-dire que ça devient un nouveau dogme et on ne critique pas les dogmes. Quelqu'un qui, par exemple, dit quelqu'un qui a un pénis n'est pas une femme, c'est pas quelqu'un avec qui on débat, c'est quelqu'un qui est transphobe, qui est porteur de haine. Et un porteur de haine, on peut utiliser toutes les méthodes possibles contre lui. Donc, pour moi, la première, déjà, il y a l'application de la loi et la sécurité publique, comme dans tous les domaines. Mais c'est surtout qu'il faudrait arrêter de criminaliser tout discours qui n'est pas conforme à la doxa. Laisser les gens parler, laisser les gens débattre, laisser les scientifiques montrer que oui, il y a toujours le jour 2 chromosomes différents, quelles que soient les opérations qu'on subisse, etc., pour apaiser les choses. Il y a toujours eu des cas de transgenrisme ou de personnalités qui avaient des problématiques identitaires très profondes. Mais ça restait très minimal, c'était plutôt du domaine médical, et ça s'imposait pas dans le débat comme une sorte de nouvelle religion où il faudrait accepter l'idée totalement folle que n'importe qui peut choisir son genre. C'est une aberration scientifique, c'est une aberration morale, c'est une aberration sociale, mais on ne peut pas en discuter. Donc, à partir du moment où on vous dit vous n'êtes pas quelqu'un à qui on peut discuter, mais vous êtes quelqu'un qui déteste une certaine catégorie de la population, et dans ce cas-là, on justifie a priori les attaques dont vous serez victime. Donc pour moi, comme beaucoup de choses, ça passerait par rétablir le sens du débat, rétablir le sens de la nuance, rétablir la discussion publique apaisée, parce que comme dans beaucoup de domaines, on a perdu totalement le sens de la nuance. Les réseaux sociaux sont beaucoup responsables, à mon avis, de ça. C'est-à-dire qu'on passe tout de suite du désaccord à l'invective, de l'invective à la condamnation et de la condamnation à la violence. Et j'ai vu récemment quelque chose d'assez délirant sur un réseau social, Facebook en l'occurrence, une jeune femme qui se plaignait, qui racontait qu'elle s'était plainte auprès du directeur de sa salle de gym parce qu'elle était dans les vestiaires pour femmes, et qu'un homme se considérant comme une femme y est entré. Ça m'est déjà arrivé. Ah oui. C'est très gênant. Donc c'est assez répandu, c'est pas un cas tout à fait particulier. Et donc elle s'est retrouvée face à un homme nu qui n'avait subi aucune opération, donc qui avait son pénis, etc., etc. Et ça l'a évidemment un peu mise mal à l'aise. Et donc elle s'est permise de se plaindre. Sur Facebook, elle a reçu un tombereau d'injures expliquant qu'elle était rétrograde, qu'elle savait pas qu'on était en 2024, avec des phrases totalement lunaires, du genre ah oui parce que pour toi, pour être une femme, faut avoir un vagin quoi. Après je vous passe des vulgarités classiques, etc. Mais c'était une nazie. La conclusion c'était qu'elle était nazie et qu'elle devrait avoir honte de s'être sentie mal à l'aise face à cette confrontation un peu étrange. Donc c'est quand même, on est arrivé à un stade quand même assez inquiétant. C'est dingue parce que avant on était dans une société qui avait une très forte dimension spirituelle. On a chassé ça en proposant la science comme religion ultime, et désormais même la science, dans ce cas-là de plus vraiment basique en termes de biologie, est chassée. Je vais citer le manifeste qui a été publié par ce collectif Trans Ultra Violence. Alors on découvre à travers les lignes du collectif que finalement c'est un collectif qui est formé uniquement de femmes trans, donc qui sont nées hommes. Alors déjà on s'étonne un peu, on se demande pourquoi il n'y a pas de femmes de naissance qui auraient pu rejoindre ce collectif. Et puis on lit des phrases comme « Mon corps n'est jamais vraiment que mien, qu'au bref moment où marteau en main, adrénaline qui se mélange aux œstrogènes, je fracasse les vitres d'une banque ou d'un énième complice d'un génocide colonial. » Alors je ne sais pas vraiment ce que viennent faire les œstrogènes, et à mon avis, ça se mélange plutôt à la testostérone justement, spontanément. Cette espèce de description de l'adrénaline qui envahit l'esprit, les muscles, c'est quand même quelque chose de plus masculin. Biologiquement, on associerait plutôt ça à une phrase d'homme qu'à une phrase de femme, Xavier Aimant. Oui, puis c'est un mélange totalement délirant. Entre l'anticapitalisme, la violence anticoloniale, on sent qu'ils ont mis tout dans un shaker et qu'ils ont mélangé. La convergence des luttes. Ils ont répandu sur une feuille et ça donne ce propos totalement incompréhensible et dénué de sens, quoi.
On va, sauf si l'équipe veut encore réagir sur le sujet. Bah, pour une dernière comparaison, ça me fait penser aussi à la polémique qui avait eu lieu avec J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, qui s'était pris un véritable tollé, une véritable censure, puisque elle n'avait même pas été elle n'avait même pas été invitée aux événements de sa propre œuvre, puisqu'elle avait rappelé que les menstrues étaient le propre des femmes. Il y avait même une pièce, j'ai vu ça tout à l'heure, il y a même une pièce de théâtre qui avait été faite en 2021 qui s'appelait TERF, vous en avez parlé tout à l'heure Xavier Aimant de ce terme, qui rapporte les femmes radicales qui rayent les personnes trans de leur engagement. Et donc dans cette pièce de théâtre, le metteur en scène représentait donc J.K. Rowling avec les 3 acteurs principaux de Harry Potter qui l'avaient complètement critiqué et complètement banni de l'œuvre. Et donc ça mettait en scène un dîner entre ces 4 personnes durant lequel ils discutaient de toutes ces questions de transphobie et de... On se rappelle que son adresse aussi avait fuité sur les réseaux sociaux et elle avait été menacée vraiment très virulement de mort. Et elle avait apporté courageuse en plus, parce qu'elle n'est jamais revenue en arrière sur ses propos, qu'elle a répété. Ouais. Et en plus, elle a beaucoup d'humour. Je me souviens pas sur les réseaux sociaux, il y avait une femme qui disait j'achète vos livres pour les brûler joyeusement avec mes enfants. Elle lui avait répondu de toute façon, moi ça me fait le même retour d'argent, j'ai les mêmes droits d'auteur, donc vous en faites ce que vous voulez en fait. Oui, c'est vrai. Et puis elle avait même apporté son soutien à Dora Muto et Marguerite Stern quand elles avaient subi toute la vague de haine sur Twitter au départ. Je doute qu'elle nous écoute, mais en tout cas, ça nous fait chaud au cœur. Voilà. Si un jour elle tombe là-dessus, on la salue. On va passer au sujet suivant, les émeutes raciales au Portugal, Xavier Aimant. Oui, donc alors le Portugal, c'est un pays dont on parle pas souvent. Non, c'est vrai. C'est un petit pays aux confins de l'Europe, qui a une vision assez apaisée. Ça a été pendant longtemps le paradis des retraités français qui achetaient leur maison là-bas. Ça donne l'image d'un pays pas très riche, mais d'un pays où il fait bon vivre, et on constate de façon très violente depuis 2-3 jours qu'en fait il est confronté exactement au même problème que la plupart des pays d'Europe, puisque depuis je crois que c'est dans la nuit de dimanche à lundi, il y a des émeutes raciales qui ressemblent un peu à ce qui s'est passé en France avec Naël, puisque c'est un Cap-Verdien, donc un homme noir d'une quarantaine d'années qui a été abattu par la police, dans des circonstances qui restent encore apparemment à définir, puisque la police dit qu'elle a été attaquée, qu'il a essayé de s'enfuir. Certains témoignages semblent montrer que ça peut être différent. Donc là, il y a une enquête d'ailleurs qui est ouverte. Le policier a été arrêté, donc la justice suit son cours. Mais évidemment, malgré ça, il y a eu immédiatement toute sa communauté qui a déferlé dans les rues, brûlé des autobus, attaqué la police. Il y a plusieurs policiers et plusieurs civils qui ont été blessés. Donc on voit que même des pays qu'on penserait épargnés ne le sont plus, et que les mêmes causes créent hélas les mêmes effets partout en Europe. Ouais, et finalement, on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Souvent, et c'est bien malheureux d'ailleurs, il y a certains Français se demandent où est-ce qu'ils pourraient partir pour être en paix. C'est de moins en moins évident de trouver une destination, Xavier Aimant. Ah oui, ça devient de plus en plus compliqué. Déjà, partir de son pays, c'est toujours quand même une défaite, c'est quand même toujours une démission, mais honnêtement, vu la situation, je peux comprendre que des parents s'interrogent, par exemple, sur ce qu'ils peuvent conseiller à leurs enfants. Est-ce qu'il faut rester dans ce pays ou est-ce qu'il faut partir? Et donc, c'est une décision, en effet, difficile à prendre. Et en effet, la deuxième, c'est savoir où partir. Parce que quels sont les pays qui échappent à ce chaos ethnique, à cette violence, à cette explosion de la délinquance? On n'en voit pas beaucoup. Alors, il y a certains qui vont dire les pays de l'Est, qui sont peut-être encore un peu plus protégés, mais c'est aussi des tendances qui s'effacent. Oui, certainement, à l'heure actuelle, les pays de l'Est sont encore un peu plus préservés, mais plus ils sont intégrés dans l'Europe, plus ils sont intégrés dans la mondialisation, plus ils seront confrontés au même problème que nous, même il y a des résistances locales, comme en Hongrie, où on peut penser qu'ils ont un gouvernement un peu plus conscient des réalités que le nôtre, mais tant que la matrice générale ne sera pas rompue, tant que on ne sortira pas du système qui crée cette situation, elle se répandra partout. Ouais.
Une réaction de l'équipe? Moi, sur ce mouvement finalement qui nous vient des États-Unis de Black Lives Matter, c'est vrai que c'est intéressant de voir, enfin c'est intéressant, c'est un triste constat plus qu'autre chose, de voir qu'effectivement cette idéologie qui finalement cherche aussi dans ses démarches à criminaliser la police. D'une certaine manière, c'est aussi ça, c'est dénoncer une brutalité policière, les incriminer. On voit que donc ça commence avec George Floyd, enfin même avant, mais pour les États-Unis, Adama Traoré en France par exemple, on parle de Naël aussi, mais Adama Traoré peut être un exemple. Et puis maintenant au Portugal, qui c'est vrai un pays quand même plus conservateur, traditionnel en tout cas, on va dire, avec encore sa spiritualité, ce qui manque par exemple à la France. Enfin donc on voit qu'effectivement la réponse, les pays les plus traditionnels restent touchés, mais en fait finalement la question qu'on vous pose, donc Xavier Mans, c'est plus qu'est-ce qu'on fait face à ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on pourra jamais vraiment se défaire de ces vagues américaines, que ce soit pour le transgenrisme, on en parlait tout à l'heure, que ce soit maintenant pour l'idéologie Black Lives Matter. De toute façon, on semble pris dans cet engrenage, et est-ce qu'on pourra vraiment en sortir, nous Européens? On l'espère tous et on se bat pour ça. Mais c'est vrai que l'influence américaine, elle est terrible, elle est délétère, alors que les situations sont complètement différentes. Les problèmes raciaux aux États-Unis, il y a des vrais problèmes raciaux aux États-Unis qu'il n'y a jamais eu en Europe, en tout cas pas en France. Donc on copie un modèle qui ne ressemble pas du tout, qui nous est très étranger. Même la violence policière. La police aux États-Unis et la police en France, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Ils ont pas les mêmes droits. Je prends la France, mais je pense qu'en Europe, c'est à peu près partout pareil. C'est très encadré. Le moindre policier qui sort son arme, il doit faire 10 rapports. Il y a une enquête de l'IGPN, etc., etc. Donc, c'est un fantasme. Je dis pas que ponctuellement ça n'existe pas. Évidemment que ça existe, les violences ponctuelles de la police dans toute institution humaine. Il y a des gens qui vont déraper, etc. Mais elle n'est pas systémique, comme on dit. Aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus complexe. Les policiers ont énormément de droits. Ils tirent quand même assez rapidement et ils sont protégés, défendus par leur hiérarchie, contrairement et par les médias. Ils sont même parfois honorés. Pour avoir éliminé physiquement des criminels ou des délinquants. C'est pas du tout la mentalité que nous avons en Europe. Et d'ailleurs, personnellement, je préfère vivre en France avec la police française qu'aux États-Unis avec la police américaine. Parce qu'il y a beaucoup de gens de droite qui voudraient donner beaucoup plus de pouvoir à la police. Moi, je suis toujours très méfiant. Parce que je pense que déjà les premières victimes de ça, ce seront les militants politiques, les militants syndicalistes avant d'être les voyous. Et je pense que c'est très bien qu'une police soit encadrée de façon assez stricte. Donc les modèles sont très différents, mais par contre, dans l'esprit de certaines populations, ils vivent la même chose. Ils ont l'impression qu'il y a un racisme systémique, ils ont l'impression d'être toujours contrôlés par la police, alors que c'est peut-être parce que c'est dans ces communautés qu'il y a plus de délinquants et de vols commis. Et donc, ils réagissent en copiant, en effet, ce modèle américain. Alors, que faire pour en sortir Vaste chantier. Je pense que c'est... Déjà, augmenter la répression, ça change pas le problème, puisqu'on voit qu'aux États-Unis, il y a une répression plus forte, et pourtant, ils ont toujours ces problèmes de réelles fractures, mais presque raciales, du coup, dans certains quartiers. Clairement, oui. Et donc, finalement, le problème, il faut une fois de plus le saisir à la source. Oui, alors... Autant il faut évidemment pas être laxiste, autant le tout répressif ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner ponctuellement. En effet, si vous avez une émeute violente, il faut mettre des moyens pour... Mais ça règle pas le problème sur le long terme. Moi, je pense que ça ne peut passer que par une collaboration avec les communautés et que les communautés en interne fassent leur police entre les gens qui veulent vivre tranquillement, etc., etc., et leur frange plus violente. J'aimerais que justement on ne voit pas que cet aspect-là de l'immigration, il y a évidemment au sein de l'immigration des gens qui aspirent à vivre tranquillement et à vivre selon les règles du pays d'accueil, et que ces gens-là s'impliquent dans l'autorégulation de leur communauté, puisque si c'est quelqu'un d'extérieur, c'est tout de suite pris comme une agression, et il y a tout de suite ce sentiment de violence communautaire qui se tourne contre, on va dire, contre les Blancs, pour faire un résumé, mais c'est quand même un peu ça. Donc, moi, je vois peut-être une issue
une issue par cette collaboration avec intercommunautaire. Mais ça va c'est créer c'est une toute petite piste. Ça va créer surtout des îlots communautaires qui vont finir par qui vont pouvoir s'organiser en interne sans ne plus avoir besoin de la France. Est-ce que ça va pas accentuer le problème, créer presque des clans justement au sein du pays? Alors moi, très honnêtement, je vois pas beaucoup d'autres issues qu'une forme de communautarisation. C'est-à-dire qu'en fait, comme les peuples ne sont plus homogènes, ne partagent plus rien, et ben c'est normal qu'au sein de ces peuples, les gens qui veulent vivre de la même façon et qui se ressemblent se regroupent et vivent selon les normes. C'est d'ailleurs dans les faits le cas. Enfin, c'est le cas de quasiment toutes les communautés, à part la nôtre, parce qu'on est encore majoritaire, c'est aussi pour ça. Mais à l'heure actuelle, je vois pas d'autre solution. Pour que les gens puissent vivre, il va falloir, je le crains, parce que c'est pas du tout satisfaisant comme situation, mais passer par une phase de communautarisme où chaque communauté vivra selon ses propres règles sur un même territoire. Moi, ça me fait penser à ce que nous expliquait justement l'invité de notre grand entretien en début de semaine, Driss Ghali, qui est donc d'origine marocaine, musulman, mais amoureux de la France, et qui nous expliquait que dans son ouvrage, il le dit très bien, donc son ouvrage c'est de la diversité au séparatisme. Il explique que pour lui, effectivement, entre guillemets, l'islam a gagné. En l'occurrence, on parle pas de communauté, mais l'islam, donc on est dans le même registre. Et donc qu'il fallait que nos policiers, nos propres institutions, apprennent à collaborer avec eux, donc la même chose, c'est-à-dire qu'il fallait que effectivement on mette des policiers préparés qui parlent l'arabe, qui communiquent avec eux, qui essayent d'endiguer le fléau de l'islam radical derrière, donc du frérisme notamment. Et c'est vrai que c'est étonnant d'entendre ça parce qu'on se dit en fait ok, donc ils ont gagné, on abandonne, nos institutions vont devoir apprendre à collaborer avec eux. C'est vrai que c'est un discours qui est pas vraiment fataliste, mais presque. Et c'est vrai que c'est compliqué de l'entendre en tout cas. Au moment de Naël, il y avait des grosses collaborations, notamment avec les chefs religieux musulmans qui sont perçus justement comme des médiateurs de choix pour calmer les populations. Mais que veut dire collaborer jusqu'où? Parce que quand on se rappelle, les images quand même du Royaume-Uni de cet été étaient peu choquantes, un peu terribles. Ouais. Voilà. Vous voyez, je reprécise pour nos auditeurs, ces policiers presque soumis ce qui s'apparenterait peut-être à des chefs religieux justement d'un islam sensiblement radical en l'occurrence au Royaume-Uni, c'était très dur à voir. Non. Allez-y Xavier. Non, la collaboration justement ne doit pas être une soumission. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser imposer. C'est-à-dire qu'il faut négocier ce qui peut être négociable et tout en restant l'autorité dominante. Alors évidemment que c'est pas satisfaisant, ça fait pas rêver. Hein, il va sans dire d'autre part que à long terme, si on veut une vraie solution, elle passera très certainement par la rémigration. Ouais. Mais la rémigration, on va pas la faire si on la fait un jour, on la fera pas sur un claquement de doigts. Donc en attendant des mesures plus globales, parce qu'il faut aussi que ça se passe dans des conditions humaines acceptables, etc., ça va prendre du temps. Je fais partie des gens qui le souhaitent, et sinon je pense qu'on va aller en effet vers des catastrophes encore plus graves. Mais en attendant, il faut gérer le quotidien. Et à l'heure actuelle, j'entends ce discours me paraît pas du tout aberrant, il me paraît même raisonnable, et j'en vois pas beaucoup d'autres réalistes et pragmatiques, à condition en effet de garder des objectifs plus importants derrière et ne pas se contenter de se pis-aller. Il nous reste 3 minutes, Xavier Aimant, on n'aura peut-être pas le temps de réagir, mais le dernier sujet que vous vouliez aborder aujourd'hui, c'est ce wokisme, cette idéologie qui finit par brûler ses propres idoles. Ah oui, alors c'est plus anecdotique, mais ça m'a marqué. C'est donc à Lyon où il y a une grande fresque qui représente tous les grands lyonnais connus, et il y avait l'abbé Pierre jusqu'à présent, et l'abbé Pierre a évidemment été effacé suite aux accusations d'agression, et remplacé par Lucie Aubrac, la résistante communiste. Ça m'a marqué parce que c'est vraiment symptomatique de ce courant de pensée qui est à la fois toujours dans la morale violente, pure, c'est-à-dire qui rêverait d'un monde où il n'y ait que des gentils. Donc si ces idoles, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'elles sont méchantes, on les efface. Ça n'existe plus, on s'en débarrasse. Alors je me demandais d'ailleurs ce que serait le prochain personnage effacé de cette fresque, parce qu'il y a par exemple des personnalités comme Bernard Pivot. Je me souviens que Bernard Pivot, il a invité par exemple de façon très complaisante Gabriel Maznev dans Apostrophe. Pourquoi pas l'effacer? C'est pas très bien quand même. Il y a aussi le grand cuisinier Paul Bocuse. Donc combien d'animaux morts dans les cuisines de Paul Bocuse? Bon, je mets pas tout sur le même plan évidemment. Hein. Je dis pas que ce qu'a fait, mais
quand on est dans ce délire de pureté, etc., ça peut aller très loin. Et c'est un petit peu, vous savez, l'abbé Pierre, c'est pas quelqu'un qui m'est très sympathique. Ce qu'il a fait, c'est sans doute très mal et peut-être même grave. Il faut pas le contester. Il est mort il y a 15 ans. Les faits remontent à 50 ans. Cet acharnement me paraît assez malsain. Et en plus, c'est quand même refusé que les gens aient des parts d'ombre, et on va faire ça on va déterrer les cadavres, on va faire pour les juger. Ça va aller jusqu'où ce désir de pureté, qui est en fait un truc très infantile, qui est en fait on ne veut que des gens parfaitement lisses, parfaitement bien. Mais malheureusement dans le monde ça n'existe que très peu, à part les saints. C'est vrai que c'est assez infantile. On se voit dans la cour de récré à dire toi tu feras partie de mon groupe et tu pourras aller dans ma cabane et pas toi. Merci beaucoup Xavier Aimant, on est pris par le temps mais je suis sûre qu'on aura l'occasion de rediscuter de Avec tous plaisir. ces sujets. D'ici 15 jours on vous retrouve, merci et à dans 2 semaines.